2011, année des Outre-mer. Située à l'entrée du canal du Mozambique, à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique, Mayotte est un petit archipel de 374 km². Il forme lui-même la partie orientale de l'archipel des Comores. Mayotte comprend 2 îles principales, Grande Terre et Petite Terre, ainsi qu'une trentaine de petits îlots. Le chef-lieu administratif est situé à Dzaoudzi, sur Petite Terre, mais l'activité économique est concentrée autour de Mamoudzou, sur Grande Terre. Les Comores sont d'origine volcanique et Mayotte est la plus ancienne île de l'archipel, environ 8 millions d'années. Elle possède un relief moins accentué du fait de l'érosion et de l'enfoncement de son plateau. Les traces du volcanisme ancien sont présentes sur l'île, comme le cratère de Dzaoudzi, occupé par le lac Diani en Petite Terre. Les côtes, très découpées, forment des caps, des presqu'îles, des baies profondes bordées de mangroves. C'est la forme particulière de l'île qui lui a valu le surnom d'île Hippocampe. Bien que constituant une collectivité départementale française, l'histoire de Mayotte et sa géographie sont intimement liées à celle de l'archipel des Comores, qui comprend la Grande Comore, Mohéli et Anjouan. Le peuplement originel de Mayotte serait d'origine bantoue. Le commerce se développe d'abord avec les autres îles du canal du Mozambique, Madagascar et l'Afrique. Les invasions arabes se succèdent en apportant la culture swahili et la religion musulmane. Les premiers Européens, portugais et français, débarquent à Mayotte vers le XVIe siècle. En 1841, afin de protéger son île des attaques extérieures, le sultan Adrian Souli cède à la France Mayotte, qui devient alors protectorat français. De 1886 à 1892, la France élargit son protectorat aux 3 autres îles des Comores. En 1946, l'archipel des Comores obtient le statut de territoire d'outre-mer. En 1979, les Comores accèdent à l'indépendance et seule Mayotte reste française. En 2009, les Mahorais décident par référendum de faire de leur île le 101e département français. Parler de Mayotte, c'est souvent faire état de son éloignement de la métropole, de son statut particulier, qui fait d'elle le premier territoire musulman de France. Pourtant, le charme de cette île ne réside pas uniquement dans ses coutumes. Mayotte est un petit bout de terre niché au centre d'un des plus beaux lagons fermés du monde. Ses eaux cristallines, protégées par une double barrière de corail, sont un élément essentiel de la vie des Mahorais. Un environnement riche, splendide, qu'ils côtoient quotidiennement. Les Mahorais ont inventé un mot, le verbe barger. Du matin au soir et tous les jours de la semaine, les barges, semblables à des péniches de débarquement, relient en une vingtaine de minutes la Grande et la Petite Terre, embarquant à leur bord piétons, véhicules en tout genre et marchandises. Ces embarcations sont d'une importance considérable pour les Mahorais. Elles sont en effet l'unique moyen de liaison entre les 2 îles principales de l'archipel, séparées par un bras de mer de 2 km. L'aéroport de Dzaoudzi, se trouvant sur Petite Terre, les barges seront durant le temps de la traversée le premier contact qu'auront les visiteurs avec le lagon.
Un lagon peut être décrit comme une grande réserve d'eau, relativement peu profonde, bordée par des récifs protégeant la terre des vagues déferlantes de l'océan. Mayotte est bordée par une barrière récifale de 160 km de long, presque continue, coupée par plusieurs passes. Cette barrière délimite l'un des plus vastes lagons coralliens fermés du monde, d'une superficie de 1500 km² et d'une largeur qui varie de 3 à 15 km. Sa profondeur est en moyenne de 30 à 50 mètres et peut atteindre 80 mètres dans les passes. Le lagon de Mayotte se différencie des autres par la présence sur une partie du pourtour de l'île d'une double barrière récifale de 18 km de long, particularité que l'on ne retrouve que dans 2 autres endroits du monde, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Fidji. Pour les Mahorais, le lagon est un véritable garde-manger. La pêche est un secteur économique en pleine expansion et les besoins en poissons augmentent proportionnellement à l'accroissement de la population. Les pêcheurs professionnels sillonnent le lagon la journée ou partent plusieurs jours en haute mer. La pêche est un véritable moyen de subsistance pour ces hommes et leurs familles. Je n'ai pas de boulot à faire, donc je suis obligé d'aller à la mer pour nourrir mes enfants. Donc c'est obligé. Mais ça me plaît. C'est le frère de mon père qui m'a appris à faire pêcher, quoi. J'avais 15 ans que j'ai commencé à pêcher. Jusqu'à maintenant, je suis pêcheur. La technique de pêche, bon, il y a technique de pêche au latrène, pour la traîne. Il y a technique de pêche pour pêcher au profond, moins profond. Le grand profondeur qu'on pêche, on pêche à 300 mètres. Moins profond, 25 à 30 mètres. Même à 15 mètres, mais bon, ça, si on cherche des mérous ou des petits poissons. Alors justement, qu'est-ce que vous attrapez comme poisson? Moins profond, on attrape des capitaines, et des vivanos, des carangues, et bon, comme des vivanos pagaies aussi, moins profond. Mais grand profond, on pêche des thons ou soit des vivanos royales. Ça, c'est du carangue. Voilà, carangue bleu. Il a des points bleus. C'est pour ça qu'on l'appelle carangue bleu. Et une fois que vous les avez pêchés, qu'est-ce que vous en faites? On mange, on vend un petit peu pour trouver un peu de sous pour qu'on vive, quoi. Ouais. La pêche, il y a un seul jour pour gagner. 3 jours de sortie sans gagner. Donc, mais le jour que tu gagnes, tu arrives de payer ce que tu as perdu, quoi. Donc, c'est ça. Comme c'est là, ça ne marche pas, mais bon, on ne sait pas. Parce que des fois, ça ne marche pas, mais bon, tout d'un coup, ça marche. Donc, c'est ça la pêche. On est obligé de rester beaucoup de jours pour faire remplir le coffre de poissons. Parce que sinon, on ne peut pas gagner. Donc, il nous faut gagner les dépenses et nous, les pêcheurs, il faut qu'on gagne aussi. Voilà. Mais c'est un peu dangereux parce que, tu vois, quand on va loin, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de revenir, mais bon, il y a beaucoup de temps qu'on a perdu, quoi. Voilà, à cause de l'argent, tout ça, donc c'est un peu grave, mais bon, on n'a pas le choix. Dans le lagon, ce sont surtout des pêcheurs non professionnels qui partent pour la journée à bord de leur pirogue à balancier.
À Mayotte, pêcher à bord de la traditionnelle laca relève de pratiques très anciennes. La plupart des embarcations ne sont pas motorisées et c'est à l'aide de pagaies que les pêcheurs se rendent vers les zones poissonneuses. D'autres, plus fortunés, équipent leur pirogue d'un petit moteur et peuvent ainsi arpenter des zones plus larges du lagon. C'est le cas de Bobra. Qu'est-ce que tu cherches là? Je cherche le coin que je pêche ici tout le temps. Comme ça fait 6 mois, il y avait trop de vent de ce côté. Et là, j'ai des repères, mais je cherche l'endroit. Si je mets l'ancre, je mets mes apports. Et là, ça monte. Il y a plein d'endroits cachés comme ça à Mayotte? Oui, il y a des endroits cachés, mais tu ne peux pas montrer à tout le monde parce qu'ils vont mettre des filets. Regarde, plein de poissons en bas là, tu vois. Et là, tu es obligé d'y aller à la rame? Oui, oui, parce que si je démarre le moteur, les poissons se sortent. C'est comme tortue. Tu n'as pas le droit de faire des bruits. C'est ça que j'adore la pêche. Tu vois le rocher qui est devant? Je vais mettre l'ancre. Je vais pêcher avec des appâts spéciaux pour attirer les bons poissons. Ça s'appelle fondrou. Des poissons, ça on appelle à Mayotte, ça s'appelle fondrou, mais c'est des poissons blanches, comme des capitaines, comme ça. Et là, je vais pêcher avec des coquillages comme ça, avec des crabes. C'est ça, ça il y a une énorme odeur, et ça appelle le poisson à 100 mètres, le poisson peut venir. Voilà, je prends au milieu et à la part. Un grand nombre de foyers vivent de cette pêche. En effet, la majorité des prises capturées est partagée entre les pêcheurs pour la consommation personnelle de leur famille, mais une partie peut aussi être vendue. Hey, ça va? C'est bon. À Mayotte, la laca, la pirogue traditionnelle à balancier, est fabriquée de manière artisanale. Si aujourd'hui ce sont souvent les pêcheurs eux-mêmes qui fabriquent leurs embarcations, quelques artisans continuent de perpétuer les gestes ancestraux. La coque est taillée dans un seul bloc, et rares sont les personnes à maîtriser les techniques et à travailler le bois de badamier. Ce métier, c'est mon père qui me l'a appris. Il était menuisier et il fabriquait des pirogues. Moi, je faisais un autre métier, mais maintenant je fais ça depuis presque 10 ans. J'utilise surtout du bois de badamier. Avant, on utilisait du manguier. Le bagamier n'est pas très facile à travailler, mais avec un peu de technique et les bons outils, on y arrive. Je ne gagne pas vraiment ma vie en fabriquant des pirogues. Il me faut beaucoup de temps pour en fabriquer une. Je fais ça en plus pour le plaisir. J'aime travailler le bois et j'aime fabriquer les pirogues.
La plupart des acheteurs sont des pêcheurs et ils acquièrent mes pirogues pour pouvoir faire leur métier. C'est l'utilisation principale des lacas. D'autres personnes en font l'acquisition juste pour pouvoir se balader sur le lagon. Ils les laissent sur la plage et font des sorties avec leur famille, avec les enfants, le week-end, pour le plaisir. Il y en a même certains qui m'en achètent juste parce qu'ils trouvent ça beau. Mais pas forcément pour aller sur l'eau, juste parce qu'ils trouvent ça beau. C'est la beauté de Mayotte. Tous les touristes qui viennent à Mayotte, ils voient les pirogues, ils prennent des photos. J'adore quand la mer est calme comme ça. Je suis content. J'ai fait des trajets, de longs trajets avec des kilomètres à pirogue. Je rentre tranquille après-midi à la maison. Je suis content. Oui, là la pêche est finie, on est l'îlot Bandrélé. On va faire un petit grillade pour le poisson qu'on a pêché, puis on mange. Ça c'est du karang. On l'a pêché à la traîne. Ça c'est des bons. Là on met des tranches pour mettre les caries. Au plage, il ne faut pas compliquer la vie. Hein. Poisson frais c'est toujours bon. Nous les Mahorais on ne complique pas la vie. On fait comme ça. Si à Mayotte la pêche en bateau est pratiquée par les hommes, les femmes mahoraises ont aussi leur tradition. Au petit matin, il n'est pas rare de voir des groupes de villageoises se rejoindre en sortie de mangrove ou sur le platier à marée descendante. Ces femmes se retrouvent pour la pêche au djarifa, une activité exclusivement féminine qui se pratique en équipe à l'aide d'un tissu de tulle. Le djarifa est maintenu dans l'eau par 2 femmes, les tireuses, pendant qu'une troisième, la rabatteuse, ramène les poissons à l'intérieur. Le djarifa est refermé et les poissons sont alors pris au piège. C'est quoi comme poisson alors ça? C'est du varava. Ça, talatala. On connaît pas le nom français. En fait, il y a toutes les femmes du village ici, là. Tout le monde est venu aujourd'hui en espérant que la pêche sera aussi bonne qu'hier, mais il n'y a rien aujourd'hui. Et c'est variable comme ça, il y a des jours où il n'y a rien, il y a des jours où il y a plein de choses. Oui, exactement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est lié à quoi ça, vous savez ou pas? Aucune idée. Parce que vous avez trop pêché hier, en fait, il n'y a plus de poissons. Je sais pas, peut-être bien.
Ouais, c'est logique, je sais pas. Et vous restez combien de temps comme ça dans l'eau? Ça dépend. Le temps qu'on s'épuise, des fois, il reste 2 heures de temps, 1 heure et demie, ça dépend. Ça dépend aussi des fois si on a des choses à faire à la maison, donc plus tôt. Et pourquoi il n'y a que les femmes qui font cette pêche? Parce que les hommes, ils vont au large avec les barques. Chaque lieu, à proximité des résidences des pêcheuses, est réservé à un groupe. Dans les grands villages, il arrive que plusieurs groupes, correspondant à différents quartiers, se retrouvent en concurrence sur un même site de pêche. En aucun cas, les femmes d'un village ne s'aventurent sur le terrain des pêcheuses du village voisin. Pour nous, c'est surtout par rapport à la tradition pour nous amuser, mais c'est moins pour attraper les poissons, c'est moins pour gagner la vie ou pour pouvoir manger, mais c'est juste pour le plaisir. La pêche est partagée équitablement entre les personnes d'une équipe ou d'un groupe pour la consommation personnelle. Lors de pêches miraculeuses, plusieurs centaines de kilos, les femmes vendent alors l'excédent. La pêche au Djarifa est courante à Mayotte. Plus de 160 groupes pêchent régulièrement. C'est un mode de pêche ancien qui se perpétue de mère en fille. Activité de subsistance autrefois, cette pratique aujourd'hui est plutôt vécue comme une activité récréative, sociale et culturelle. C'est comme quand on est en société, quand on parle de tout et de rien. On rigole beaucoup. Et c'est surtout qu'il n'y a pas les hommes, donc on peut parler des hommes, non? Entre autres, oui. On peut parler de ce qui se passe au foyer, se raconter les problèmes, se donner des solutions. Voilà. Lieu de pêche pour les Mahorais, le lagon est aussi l'un des principaux atouts pour le tourisme de l'île. Les activités touristiques sur le lagon sont le fer de lance du développement économique de Mayotte. Le whale watching, le safari d'observation des baleines et des dauphins, attire de nombreuses personnes curieuses de découvrir les mammifères qui abondent dans les eaux du lagon. Mon prénom c'est Denis et le deuxième pilote c'est Charlie. Donc là on est là c'est marée basse ce matin, donc on va transiter par le lagon, on peut pas couper la barrière. On va monter et je pense qu'on va partir. Hier les baleines elles étaient là, enfin il y avait une mère baleineau là et une deuxième un petit peu plus loin, elle a qu'à sauter, on n'est pas monté dessus, on l'a laissé tranquille. Et en espérant qu'elle soit encore là, sinon après on ira les chercher, on remontera vers le banc de l'Iris, donc à 10 km de l'île d'Emzamboro à peu près. Et après on verra pour le programme. Déjà on cherche baleine dauphin. Et on a 3 dauphins à bosse. Donc les turciops c'est les grands dauphins de lagon, c'est les flippers de la télévision. Et 3 dauphins à bosse qui se baladent, c'est des groupes de 2 à 10 en général, on les croise pas tous les jours. Quand on en croise en général c'est sympa parce que c'est vraiment des dauphins qui sont très joueurs avec les humains en fait. Donc on les croise tous les 2-3 jours et en général des petits groupes et s'ils sont joueurs là c'est terrible, on peut passer 1 heure dans l'eau avec eux, ils font demi-tour, ils viennent nous voir, on fait des vrilles sous l'eau, ils font des vrilles à côté, c'est vraiment terrible.
Ça c'est de la famille des sténelles, c'est des petits dauphins, c'est des dauphins long-bec qui font maximum 75 kilos ceux-là. Quand ils sautent, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est ou pour se gratter ou parce qu'ils gobent le poisson et quand le poisson a du mal à descendre, en fait ils se tapent le ventre sur l'eau, ils se tordent dans tous les sens pour le faire descendre. Là il y a un bon paquet, là, il y en a sur 500 mètres là. Ceux-là, en fait, c'est un énorme groupe. Là, ils sont entre 300 et 400 là, et ils écument la zone. Là, donc, hier, ils étaient un peu plus loin. Là, ils vont remonter. Et puis, peut-être que demain, on les reverra plus. Et après-demain, on va les revoir dans la zone. Là, donc, après, ils ont vraiment leur zone. Et puis, quand il n'y a plus de poissons, bah, ils se décalent. Du coup, en général, en fait, quand tu connais bien les spots à dauphins de Mayotte, logiquement, tu les trouves. Hein. On connaît les lieux. C'est les bandes de courant. C'est devant les passes à certaines heures. Donc après c'est des poissons, hein. Enfin c'est des mammifères, mais ils chassent, si c'est marée descendante, il y a des passes où tu es quasiment sûr de trouver du dauphin à mi-marée descendante, ils sont dans les vagues en train de chasser. Tous ceux qui veulent aller à l'eau, vous allez tous vous mettre sur le boudin, les pieds à l'extérieur, pas le masque et tuba. Hein. Les pieds à l'extérieur, personne ne va à l'eau tant que je vous l'ai pas dit. Et quand vous descendez dans l'eau, sautez pas, parce que si vous sautez, ils vont partir dans la foulée. Vous descendez tout doucement et vous regardez tout de suite sous l'eau. Hein. On va vous mettre juste devant un gros groupe, là, comme ça vous allez tous les voir passer. Allez-y doucement, allez-y, allez-y. Et vous regardez tout de suite sous l'eau, là. Si les dauphins viennent facilement au contact et surfent de longs moments dans les vagues provoquées par les bateaux, il n'en est pas de même pour les baleines à bosse. Ces cétacés font partie des plus gros mammifères marins du monde. Elles peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres et pèsent en moyenne 15 tonnes. Malgré ces proportions, elles savent se faire discrètes. Patience, persévérance et surtout expérience sont les maîtres mots pour pouvoir les observer. Ah, les baleines, c'est de la patience, c'est clair. Hein. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon, en général, on la trouve. Hein. Mais c'est vrai que c'est de la patience. Ah, mais je suis serein, on va trouver. On trouve tous les jours, on va trouver. Aussi bien, on se fera des méga mises à l'eau. Plus on attend, plus c'est dur et plus c'est bien après. Les baleines sont strictement protégées et la charte d'approche est devenue une réglementation contraignante avec des règles à respecter aussi bien par les professionnels que par les plaisanciers. Elles font tout à l'écoute. Donc le moins de bruit de moteur, elles l'entendent et ce qui fait que s'il y a des moteurs de tous les côtés, elle va plus savoir où donner de la tête et c'est pas trop le but. On va attendre d'être tout seul sur zone. Donc, si vous voulez absolument faire une mise à l'eau, on va voir comment elle est, hein, si elle est calme ou pas. Et si elle s'arrête, si c'est la même qu'hier, je pense que ça vaut le coup qu'on mange les sandwichs dans le bateau et qu'on y traîne dessus. Hein. C'est de la patience, les baleines, il faut les trouver. Donc là, il est déjà midi, ça fait 2 heures qu'on cherche. Et une fois qu'on l'a trouvé, après c'est de la patience parce qu'il faut faire une belle approche et il faut qu'elle se laisse approcher. Donc on va essayer d'en faire une belle en prenant un large tour. Et en y allant tout doucement ou à la rame ou à la dérive avec le vent, vu qu'il y a un peu de vent aujourd'hui là, pour essayer de lui tomber dessus au plus près, sans la stresser, sans l'énerver, sans qu'elle déguerpisse quoi. Les baleines fréquentent les eaux de Mayotte de juin à octobre et même l'intérieur du lagon qui leur sert de nurserie. En effet, pendant l'hiver austral, les baleines mettent bas leur unique baleineau et l'entraînent dans les eaux chaudes pour lui enseigner les règles de la survie en mer. Ce sont les sauts des jeunes mâles qui paradent en tapant la surface avec leurs nageoires caudales et les petits geysers créés par le souffle puissant des mers qui permet de repérer les cétacés dans et autour du lagon.
Oh, joli. Sympa, hein. Allez, sur le côté, hein. On voit la pectorale et la caudale. Ça s'éclate le baleineau, là. Et là, on est très près. Hein. Allez, petit. Donc là, c'est de l'éducation. Hein. En fait, les baleines, elles éduquent les baleineaux avant de repartir en Antarctique. Hein. C'est pour ça qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de sauts de baleines, baleineaux. Des fois, elle tape de la queue, le baleineau, il fait pareil. Le baleineau, c'est celui qui fait les tout petits souffles. Là, c'est la mer qui est sortie en deuxième. Là. Ouais, depuis tout à l'heure, c'était que... Là, c'est la mer, ça. Elle est juste là, hein, elle est 20 mètres du bateau à droite, là, ça sort. Elle est toujours là, elle est juste en dessous. Ah, voilà. Ah, il revient de voir, hein. Excellent, excellent, excellent. Je me mets en mode sous-marin, on se met en mode... Ah, la baleine. Je bougeais pas les verres. Elle est là, hein. Elle est à 3 mètres devant le bateau, là. J'ai vu sa tête. Elle nous passe dessous, là. Elle passe sous le bateau, là. Il manque plus que le... Du gong. Du gong. Ça va être plus... Ah, du gong, c'est plus rare. Ça va être plus dur, ça, hein. Mais moi, parce que 9 ans de Mayotte, j'ai vu 6 fois, tu vois, donc... Elle nous a fait un beau petit show, on va peut-être la laisser, hein. Finalement, Denis, on en aura trouvé une. Bah oui, écoute, on a cherché, on a mis le temps, mais finalement, on a trouvé. Comme quoi, avec de la patience, on arrive toujours assez fin. En plus, elle est sympa. C'est quoi une baleine sympa? Baleine sympa, c'est le baleineau qui saute, on voit pas que des dos, parce que souvent tu vois que des dos, et la baleine elle trace, alors que là t'as le baleineau qui est passé sous le bateau, t'as le baleineau qui fait des sauts, non, elle est bien active, c'est bien sympa. C'était magique, quoi. On est comme des enfants. Comme des petits... Non, c'était chouette. On a cherché, ouais, c'était de la patience, maintenant on était récompensés, on a quand même un petit peu galéré pour trouver, et tant mieux. Bon, après on est en fin de saison baleine, donc c'est vrai que plus ça va aller, plus on va galérer jusqu'au jour où on va plus voir de baleine, hein. Ça va pas tarder à arriver, je pense. Baleines et dauphins ne sont pas les seuls grands animaux marins présents à Mayotte. Sur 8 espèces de tortues marines existant dans le monde, 5 sont présentes dans le sud-ouest de l'océan Indien et 2 fréquentent les eaux du lagon Mahorais, la tortue verte et la tortue imbriquée. Les 30 km de côte sableuse de Mayotte, les récifs coralliens ainsi que les nombreux herbiers présents à l'intérieur du lagon font de cette île un site privilégié pour la reproduction et l'alimentation de ces espèces. Alors Mayotte est un site vraiment privilégié pour l'observation des tortues marines. On peut en observer énormément dans le lagon, parce qu'il y a de nombreux herbiers de Phanerogames marines qui se développent sur la côte, et énormément de tortues qui s'en nourrissent. Et à côté de ça, on a également beaucoup de tortues qui viennent pondre sur les plages. La tortue verte est une espèce migratrice, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'alimenter là où elle se reproduit. Donc à Mayotte, on a des tortues vertes qui s'alimentent toute l'année sur les herbiers de l'île et qui régulièrement, tous les 3-4 ans, vont s'absenter le temps de 2-3 mois ailleurs pour pondre. Et puis on a une autre population de tortues vertes qui vient simplement le temps de 2-3 mois à Mayotte pondre sur les plages et qui s'alimente ailleurs. Alors Mayotte est vraiment un site remarquable, un site privilégié d'observation parce qu'il y a énormément de tortues, à la fois sur les plages, des tortues qui viennent pondre. On est un site assez exceptionnel également parce qu'on a des pontes toute l'année à Mayotte. Alors ici, on est sur le site de Ngouja. Ngouja, c'est un site particulier, non pas parce qu'il y a énormément de tortues, parce qu'il y a quand même beaucoup de tortues tout autour de l'île,
mais parce qu'on a une importante population de tortues vertes dans le lagon qui s'est au fil des années progressivement habituée à la présence des baigneurs. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez, alors évidemment, à partir du moment où on respecte un comportement calme, respectueux de l'animal, on peut très facilement observer les tortues qui broutent, parce qu'elles sont herbivores, elles broutent l'herbier qui se développe sur le platier, tout en ignorant votre présence au-dessus d'elles. Voilà. Donc c'est un site pédagogique extraordinaire, touristique extraordinaire, et sur le plan scientifique, nous, ça nous permet de répondre à des questions auxquelles on ne peut pas répondre ailleurs, parce qu'on a vraiment un accès très facilité à tout type de tortues. Quand je dis tout type, c'est des jeunes tortues, des juvéniles, et des tortues adultes, mâles et femelles, ce qui est très rare ailleurs dans le monde. Katia Ballorin, docteur en écologie, s'est spécialisée dans l'étude des tortues marines de l'océan Indien et a fait de la plage de Nguja, au sud de Mayotte, sa principale base d'observation. Le but de la mission, c'est d'essayer de comprendre comment les tortues vertes exploitent les ressources marines en fonction de leurs besoins, donc en fonction de l'âge par exemple, et en fonction des contraintes environnementales. Et à terme, l'idée et l'objectif est réellement de comprendre le rôle des tortues au sein de leur écosystème. Techniquement, ça se traduit par un gros travail de terrain. Ici, une technique qui est vraiment faisable, c'est l'observation directe des individus sous l'eau, puisqu'on peut les approcher, les suivre sans modifier leur comportement et vraiment noter tout ce qu'elles font. Et on utilise également des petits enregistreurs autonomes miniaturisés de comportement de plongée, qui vont mesurer par exemple la profondeur de plongée des tortues, la vitesse de nage, la température de l'eau en même temps en parallèle. Et on travaille également en étroite collaboration avec l'hôtel qui est juste situé en arrière-plage du site, le Jardin Mahorais, qui nous apporte un soutien logistique énorme dans nos programmes de recherche. Et donc nous, on assure la sensibilisation, la formation de la clientèle de l'hôtel tous les soirs, tous les jours au cours de l'année. Alors à Mayotte, il y a différentes menaces sur les tortues. Il va y avoir des menaces directes, le braconnage. Il y a encore énormément de cas de braconnage à Mayotte. Il y a énormément de plages de ponte, donc en fait il est difficile d'être partout. Donc on manque encore de moyens à Mayotte pour pouvoir surveiller tout ça. Un problème, une menace émergente, est due aux chiens errants. Énormément de chiens errants à Mayotte qui tuent des tortues en fait, des tortues femelles. Ils détruisent également les nids, les bébés qui naissent, mais également les femelles adultes. Et ensuite, toutes les menaces indirectes vont concerner la destruction des habitats de ponte et des habitats d'alimentation. Pollution, destruction de la végétation d'arrière-plage, envasement du lagon. Avec le wall watching, la plongée sous-marine est l'une des principales activités touristiques de Mayotte. Une quinzaine de clubs se sont montés depuis 10 ans et nombreux sont les plongeurs confirmés ou débutants à venir découvrir la richesse des récifs coralliens du lagon. Nous, au club de plongée, là, le lagon Mahorais, on fait 2 plongées par jour. Donc c'est de la plongée plutôt dérivante. En général une bonne visibilité quand même le matin, avec une probabilité de voir un petit peu de requins, mais c'est pas franchement le truc phare des plongées à Mayotte. Ça va être surtout les bancs de poissons récifaux qui peuvent quand même avoir une bonne petite taille, qui sont sympathiques. On peut avoir effectivement du passage de requins, on peut avoir du passage de raies, on peut avoir ce genre de choses. Et surtout ce qui est riche à Mayotte, ça va être le récif en soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces de coraux et puis qui sont chacune des espèces est bien représentée en fait. Et dans le corail, il y a effectivement pas mal de petits trucs sympathiques à aller chercher, tels que les nudibranches et poissons-feuilles. Et ça, on va le retrouver aussi sur nos plongées de l'après-midi, qu'on fait plutôt dans le lagon pour le coup. Donc pour se protéger un petit peu du courant, ce qui nous permet de faire découvrir un petit peu le fond à un plus large public.
chaque club arrive à bien travailler correctement, à faire découvrir le lagon à un large public. Et c'est peut-être même le seul secteur de découverte nature qui est vraiment développé à Mayotte. C'est toujours un plaisir de plonger et à Mayotte d'autant plus. Ouais. D'autant qu'on a des bonnes conditions de température déjà, ça c'est après pour le plongeur. Et puis au niveau des conditions de mer, suivant les saisons, on a quand même et des bonnes conditions de mer et des bonnes surprises dans l'eau. Moi je trouve pour les plongeurs, on a plutôt une reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de plongeurs qui viennent et de plus en plus qui viennent voir ce qui se passe à Mayotte. Ouais. Plus les plongeurs viennent et plus ils apprécient les plongées, plus ça va faire venir d'autres personnes pour découvrir. Plongeurs ou non plongeurs, hein, cette richesse du lagon ne concerne pas que le plongeur déjà titulaire d'un brevet. C'est vrai que même les gens qui viennent un petit peu par hasard sur Mayotte, quand ils découvrent le lagon, ça leur donne envie d'aller fouiller ça d'un peu plus près, quoi. D'une passe à l'autre, on va faire des plongées très différentes, on va retrouver des niches écologiques assez différentes et même sur une passe, au cours d'une plongée, on va pouvoir passer d'un endroit plus corallien, un endroit plus poissonneux et vraiment faire vivre sa plongée tout au long. C'est-à-dire que c'est jamais lassant. Le lagon, moi je le trouve très riche, ouais. Très riche. Le récif est très riche et puis ouais, voilà, on a une profusion de possibilités en termes de sites de plongée. D'ailleurs, nous on exploite une partie des sites qu'on connaît, hein, on sait que ça va marcher, ça va faire plaisir aux gens d'aller sur ces sites-là. Par contre, régulièrement, on découvre encore d'autres zones et qu'on propose de plus en plus aux personnes. Ouais. On arrive encore à trouver des sites un petit peu inconnus. Complètement par hasard, j'ai trouvé cette annonce sur internet. Donc je ne connaissais absolument pas Mayotte en y arrivant. Et je suis arrivé pour y passer 6 mois, 1 an, et ça fait 5 ans que ça fait 6 mois. Et je m'en lasse absolument pas là. Ouais. Le lagon de Mayotte est un patrimoine naturel exceptionnel. C'est pourquoi de plus en plus d'associations et de professionnels tirent le signal d'alarme en vue de sa préservation. En effet, plusieurs facteurs viennent dégrader le récif et les eaux bleues du lagon. La pression démographique est l'une des principales causes. La population mahoraise connaît une croissance importante depuis 30 ans. Augmentation accentuée par une immigration mal maîtrisée en provenance principalement des autres îles de l'archipel des Comores. Les effets de cette forte hausse démographique se font sentir notamment par l'insuffisance des équipements de traitement des déchets et des eaux usées, entraînant des risques importants de pollution des récifs coralliens et des milieux associés. À ces atteintes à la qualité des eaux et des milieux naturels s'ajoute la diminution des ressources en poissons en raison d'une surpêche liée à la pression démographique. Ingénieur scaphandrier écologue, Vincent Dinut est un témoin privilégié des dommages que subit le lagon. Pour lui, c'est avant tout les mauvaises habitudes et le manque d'information de la population de l'île qui posent problème. Alors les Mahorais, ils ont vraiment une relation très spécifique
avec le lagon, ils le connaissent surtout en tant que surface, en tant que lieu de pêche. Par exemple, le platier récifal existera à marée basse pour aller pêcher à pied. Les pêcheurs n'ont pas de conscience, déjà ils n'utilisent pas des cartes, des boussoles, des GPS, très peu. Les pêcheurs traditionnels partent et un peu ce que leur a dit leur grand-père, ils savent que là il y a du poisson, ou près de ce caillou il y a du poisson. Ils ont vraiment très peu conscience de ce qu'il y a au fond et ça on le retrouve par exemple quand tu fais de la sensibilisation avec des jeunes ou dans des journées. Non, ils ont vraiment très peu conscience de ce qu'il y a. Tu as dû remarquer qu'il y avait énormément de déchets à Mayotte. Bon, après un problème d'érosion, d'urbanisation, c'est mal construit, il y a beaucoup de terre et ça pour le récif c'est pas bon, hein, le corail il supporte pas les eaux boueuses. Donc c'est dommage puisque cette prise de conscience amènera aussi un changement de comportement et vraiment un développement durable concret à Mayotte. Bien sûr la préservation. La planète est en danger, je te dirais. Heureusement le lagon est très grand, hein, vraiment donc 80 mètres de profondeur, tu as un volume d'eau immense dans ce lagon, une grosse influence océanique par les passes. À long terme, le lagon est en danger si on ne change pas très vite les comportements. Bon, maintenant, il y a les associations, il y a l'État, il y a le vice-rectorat qui mettent des moyens en œuvre, mais c'est un combat à long terme, hein, comme pour la planète. Les dégradations subies par le lagon de Mayotte ne sont pour l'instant pas irréversibles. Mais une réelle prise de conscience est nécessaire de la part de la population locale et des pouvoirs publics pour enrayer le phénomène. En réponse aux menaces, le lagon de Mayotte a été érigé en parc naturel marin, le 2e de France et le 1er des DOM-TOM. Cette structure gère la protection d'un espace maritime pour la biodiversité et les activités humaines qui lui sont liées. C'est beau le lagon, hein, quand même. À Mayotte, c'est parmi le plus grand lagon du monde là-dedans. Et la côte Mayotte est belle. Et je suis content qu'on le protège comme ça. Mayotte est encore aujourd'hui un vrai petit bijou de biodiversité. Je pense que le lagon est encore bien préservé. Par contre, il faut être très vigilant dans les années à venir parce que les menaces sont très grandes. La protection et la préservation du lagon de Mayotte passera obligatoirement par une prise de conscience de la population. Donc il faut lui faire découvrir son lagon, que les Mahorais prennent vraiment conscience de la richesse qu'ils ont. Hein. Les tortues, c'est pas simplement de la viande à manger. Le poisson, il n'est pas tout simplement là pour le repas le soir. Il faut savoir leur expliquer qu'ils se reproduisent, que ça peut amener des touristes, que la mangrove aussi, elle protège, ou les récifs protègent les côtes des tempêtes, de l'érosion. Et puis aussi, il faut que l'État français et la collectivité départementale mettent vraiment les moyens à la hauteur de ce magnifique lagon. Fragile, le lagon de Mayotte restera-t-il cet écosystème unique ? Les prochaines années seront déterminantes pour qu'un changement de comportement intervienne et qu'une réelle politique de préservation soit mise en place afin que ce lieu extraordinaire reste le sanctuaire naturel qu'il est depuis des millénaires.